Avant de commencer le cours de l'hypercalcémie, vous devez connaître deux notions fondamentales. Il faut distinguer entre l'hypercalcémie vraie avec élévation du calcium ionisé et des fausses hypercalcémies par augmentation de la fraction lipoprotéine. Par exemple, une hyperalbuminémie conduit à une fausse hypercalcémie sans élévation du calcium ionisé. Donc, devant toute une hypercalcémie, vous devez systématiquement calculer la calcémie corrigée qui est étroitement liée au taux d'albumine et on utilise la formule suivante. La calcémie corrigée est égale 40 moins l'albuminémie fois 0,025 plus la calcémie mesurée. À partir de cette formule, on va conclure qu'un bilan d'hypercalcémie doit donc comporter un dosage du calcium ionisé et un dosage de l'albuminémie. Pour plus de détails pour bien saisir ces notions, je vous conseille de regarder ma première vidéo sur le calcium. Je vous mets le lien en haut à droite et en description. Et deuxièmement, les signes cliniques de l'hypercalcémie sont dus à l'augmentation de la calcémie ionisée et non à la calcémie liée à l'albumine. L'hypercalcémie est définie par une concentration plasmatique du calcium supérieure à 2,55 mmol par litre ou une calcémie ionisée dépasse 1,3 mmol par litre. En milligrammes par litre, c'est quand elle est supérieure à 105 pour la calcémie totale et 52 si on parle de la calcémie ionisée. Il faut savoir que les signes cliniques dépendent du degré de l'hypercalcémie et de la vitesse d'installation de celle-ci. Dans l'hypercalcémie, on a les signes d'hypercalcémie aiguë qu'on va aborder en première intention et des signes qui sont en faveur de l'hypercalcémie chronique. Quand on parle sur l'hypercalcémie aiguë, en premier plan, on a les signes cardiovasculaires lors de la dépolarisation de la cellule cardiaque, l'augmentation du gradient du calcium entre l'extérieur et l'intérieur de la cellule myocardique, accélère l'entrée du calcium lors de l'ouverture du canon calcique voltage dépendant, et donc raccourcir la dépolarisation. Sur le tracé de CG, l'effet de l'hypercalcémie se traduit par raccourcissement du segment ST, ce qu'on évalue en pratique par la mesure de l'intervalle QT. En cas d'hypercalcémie sévère, quand elle dépasse 3,5 mmol par litre, elle peut induire des troubles de rythme ventriculaire de type tachycardie ou fibrillation ventriculaire. On décrit aussi dans ce cadre des troubles de conduction tels que bloc sino-auriculaire ou auriculo-ventriculaire. Le calcium joue un rôle important dans la contraction des cellules musculaires lisses. De ce fait, l'augmentation de la calcémie pourrait augmenter le tonus des fibres musculaires, en particulier vasculaires, et être responsable à l'apparition d'hypertension artérielle. Les signes digestifs sont peu spécifiques. Les nausées et les vomissements sont fréquents lorsque la calcémie dépasse 3 mmol par litre. Et une pancréatite aiguë est décrite dans de rares cas dont le mécanisme physiopathologique est mal connu. L'hypercalcémie peut être responsable à l'apparition des troubles de l'humeur, troubles de la conscience, voire état comateux, c'est hypercalcémie sévère. Sur les muscles striés, une hypercalcémie altère l'excitabilité neuromusculaire et peut être responsable d'une diminution de la force musculaire avec une fatigabilité importante. Pour les signes rénaux, on a un syndrome polyuropolydipsique. L'hypercalcémie entraîne des modifications de la réabsorption du sodium et d'eau. En fait, le calcium est majoritairement réabsorbé au niveau du tube proximal avec le sodium. Il existe une inhibition de l'activité de la pompe Na plus K plus ATPase avec une diminution de la réabsorption du sodium et du calcium, ainsi qu'une inhibition du cotransport Na plus K plus 2Cl- en parallèle à l'inhibition de la réabsorption du calcium et du magnésium au niveau de la branche ascendante de l'anse de Halley. L'hypercalcémie induit un diabète insipide, secondaire à la diminution de l'expression des aquaporines au niveau du tube conducteur, et qui s'exprime cliniquement par une perte massive d'eau. Cette perte hydrosodée entraîne une insuffisance rénale aiguë fonctionnelle, souvent aggravée par la diminution des abords secondaires aux troubles de la conscience et au vomissement. Cette déshydratation extracellulaire est à l'origine de l'entretien de l'hypercalcémie, car elle induit secondairement une réabsorption tubulaire de sodium et donc du calcium. La correction de la déshydratation extracellulaire est un élément clé dans le traitement. L'hypercalcémie chronique se manifeste cliniquement par des lithiases rénales suite à l'hypercalciurie, avec ses éventuelles complications obstructives. Une néphrocalcinose qui est définie par la présence de dépôts de calcium au sein du parenchyme rénal et qui peut induire à l'insuffisance rénale chronique. Des troubles cardiovasculaires, principalement des dépôts calciques dans les artères coronaires et dans les valves et les fibres myocardiques. Pour bien comprendre les causes d'hypercalcémie, je vais jeter un coup d'œil sur la fonction des hormones de l'homéostasie calcique. Les deux hormones qui augmentent la calcémie sont la PTH et la vitamine D.
La PTH, c'est une enzyme synthétisée par la glande parathyroïde et sécrétée de l'os en réponse à l'hypocalcémie. Son rôle est la libération de calcium de l'os, donc l'osteolyse, par stimulation des osteoclastes. Elle augmente aussi la réabsorption rénale du calcium et inhibe la réabsorption du phosphore. La PTH stimule aussi la synthèse de la vitamine D active par la stimulation de la synthèse de la N-alpha-hydroxylase dans le tube proximal. C'est une enzyme clé dans la transformation de la vitamine D en forme active, qui est la 25 vitamine D, appelée aussi le calcitréol. Le calcium exerce un feedback négatif au niveau de la parathyroïde via les récepteurs sensibles au calcium. La vitamine D augmente l'absorption digestive du calcium et du phosphore. La mesure de la PTH est le premier examen à réaliser pour préciser l'origine de l'hypercalcémie. Ensuite, on devrait doser la phosphorémie, qui reste toujours fondamentale. Donc là, on est devant une hypercalcémie quand le taux du phosphore sérique est bas avec une PTH élevée et une calcitriolumie élevée. Là, on évoque l'hyperparathyroïdie primaire. Au cours de l'hyperparathyroïdie primaire, l'augmentation de la sécrétion de la PTH a pour conséquence une hypercalcémie, une hypophosphorémie, une hypercalcitriolémie et une hypercalciurie malgré l'effet hypocalcérien théorique de la PTH à cause de l'hyperrésorption osseuse et l'hyperabsorption digestive de calcium secondaire à l'hypercalcitriolémie. L'hyperparathyroïdie primaire traduit dans 80% des cas un adénome simple. Le carcinome parathyroïdien est exceptionnel, il dépasse pas 1%. Quand le taux de PTH est normal, dans ce cas on évoque l'hypercalcémie familiale bénigne, entité très rare. Elle constitue le principal diagnostic différentiel de l'hyperparathyroïdie primaire, car elle associe une hypercalcémie modérée avec PTH normal ou discrètement élevé, inadaptée à la valeur de la calcémie. Elle est en rapport avec une mutation inhibitrice du récepteur sensible du calcium au niveau parathyroïdien rénal. Le principal élément discriminant est la calciurie basse. Ce cas de figure ne nécessite aucune prise en charge thérapeutique. On est toujours dans l'hypercalcémie avec phosphorémie basse. Quand le taux de PTH est bas, on évoque un syndrome paranéoplasique par la sécrétion de la PTHRP, Parathyroid Hormone Related Protein, par certaines tumeurs, notamment le carcinome pulmonaire à petites cellules, le lymphome hodgkinien ou le myélome multiple. La PTHRP a là une action PTH-like. Ce syndrome se différencie de l'hyperparathyroïdie primaire par la valeur effondrée de la PTH native et une calcitriolumie basse diffuse de l'absence d'activation par la PTH-like de la N-alpha-hydroxylase. Quand la phosphorémie est augmentée en normal avec une PTH basse et un taux de calcitriol élevé, on évoque l'hypervitaminose D. L'hypercalcémie avant tout liée à une augmentation de l'absorption digestive de calcium. L'hypervitaminose peut être d'origine exogène par l'administration de la vitamine D ou endogène par production extrarénale de calcitriol au cours des maladies granulomateuses telles que la sarcoïdose, la tuberculose et la maladie d'Hodgkin par les macrophages des granulomes qui ont une activité N-alpha-hydroxylase. En cas d'hypercalcémie avec hyperphosphorémie et un taux de calcitriol bas, là on est devant un tableau de lyse osseuse. La cause la plus fréquente de l'osteolyse, c'est les maladies cancéreuses. L'osteolyse peut être par des métastases des tumeurs solides ou au cours d'hémopathie, en particulier en cas de myélome. Il existe d'autres causes moins fréquentes d'hypercalcémie par osteolyse, c'est dans le cas d'hyperthyroïdie. Il faut savoir que les hormones thyroïdiennes augmentent la résorption osseuse. L'immobilisation prolongée, l'hypercalcémie est secondaire à l'augmentation de la résorption osseuse avec diminution de l'ostéogenèse à cause de l'absence de contraintes mécaniques. L'hypervitaminose A en cas de surdosage en acide rétinoïque qui augmente la résorption osseuse. Maintenant, on va aborder la prise en charge de l'hypercalcémie. Dans la prise en charge de l'hypercalcémie, on a le traitement symptomatique qui est commun entre tous les états d'hypercalcémie, et c'est ce qui nous intéresse dans cette vidéo, et le traitement étiologique qui dépend de la cause. Pour le traitement symptomatique, bien entendu, on devrait commencer par l'arrêt des traitements hypercalcémiens, à savoir les diurétiques thiazidiques, le calcium, la vitamine D, le lithium, etc. On doit assurer une hyperhydratation par la perfusion du sérum salé isotonique. Cela permet l'inhibition de la réabsorption tubulaire du sodium et du calcium au niveau du tube proximal. Les diurétiques de l'an sont indiqués à cause de leur effet calcérien en inhibant la réabsorption tubulaire du calcium au niveau de la branche ascendante de l'os de Henle. Un traitement anti-ostéoclastique par les biphosphonates est indispensable pour fixer le calcium qui est en excès dans le sang au niveau de l'os et inhiber la résorption osseuse.
On doit aussi diminuer l'absorption digestive de calcium par les corticoïdes, notamment la méthylprénisolone. Ce traitement est préférentiellement adapté aux hypercalcémies granulomateuses, particulièrement dans la sarcoïdose, ainsi qu'en hémopathie maligne, surtout le myélome. Et à la fin, recours à la dialyse d'urgence dans les formes graves, surtout en cas d'insuffisance rénale. Il s'agit d'un traitement rapide et efficace.